Thomas. Je ne sais pas si tu as écouté, on a passé un bon moment. Cool. Aujourd'hui, les gars, vous êtes ici présents pour parler de BeraChain. Non, mais en tout cas, au-delà des attaques, de c'est bien, c'est pas bien, l'idée, c'est de présenter l'écosystème, d'abord, la tech, l'innovation, le truc et tout. Et puis après, s'il y a des sujets de désaccord entre vous, là, on va essayer de les démontrer. Et puis après, chacun se fait son avis. C'est ça l'idée du projet. Bon, alors d'abord, petite intro rapidement. BeraChain, c'est quoi? C'est une blockchain, un layer 1, compatible avec EVM. Non, pas compatible. Il est identique, c'est ça? Identique. Ok, bien vu. Tu vas nous expliquer tout à l'heure la différence entre les deux. Et c'est basé sur un modèle de consensus qui s'appelle le Proof of Liquidity. Évidemment, vous allez en parler. En quelques chiffres, rapidement pour poser. Au départ, j'ai lu que c'était une collection de NFT qui s'appelait Bonk Bears. Au départ, tu vois, avec un objectif aligné sécurité et liquidité sur le réseau. Entre-temps, ils ont levé 42 millions auprès de Grovici, tout ça. Aujourd'hui, c'est valorisé 3 milliards. C'est la FDV. Ils ont fait un airdrop pour le lancement du mainnet de 630 millions de dollars, c'est ce que j'ai lu. Et il y a 3 tokens. 3 cryptos. Là aussi, on va y revenir. Ils ont levé plus que ça. Ils ont levé 100 millions de plus que ce que Mais en fait, justement, j'ai vu 142, j'ai vu 42. Donc, c'est combien alors? 142 au total, ouais. Ok, donc ils ont levé 100 après, en plus. Ok. Alors, tu vois, pour le coup, j'avais commencé par dire 142 et après, je suis retombé sur des sources où j'ai vu 42 et donc c'est 142. Ok. Donc, huge quand même. Ok. Bon, le mainnet lancé le 6 février dernier et c'est vrai qu'on voit tantôt des mecs qui sont bullish sur la tech, sur l'innovation, mais aussi sur les rendements juteux des protocoles qui s'y trouvent. Et puis en face, on a des gars qui trouvent qu'il faut faire attention, c'est pas si bien que ça, etc. On va en discuter. Alors d'abord, qui peut me faire une présentation plus poussée que celle que je viens de faire, bien sûr, sur BeraChain et le modèle de consensus de façon très factuelle pour que tout le monde comprenne. Je rappelle qu'on a une audience qui n'est pas forcément très techos. Donc, si c'est trop compliqué, je me permettrai de vous demander de reformuler. Vous savez comment ça marche ici. Qui veut se lancer pour présenter un petit peu le truc? Moi, je suis peut-être un peu plus positif du coup que Gourou. Allez, let's go. Alors, en fait, BeraChain, c'est EVM identique, c'est-à-dire que ça miroite totalement l'environnement de Ethereum. Ce n'est pas compatible. Donc, ça veut dire que tous les outils disponibles déjà sur Ethereum sont disponibles sur BeraChain, ce qui facilite beaucoup la création des applications. Ça, c'est déjà très cool et c'est l'un des seuls dans l'écosystème. C'est aussi, il y a le Proof of Liquidity, qui est un Proof of Concept très nouveau, qui permet en fait de remettre les applications au centre du consensus parce que les validateurs sont obligés d'interagir avec les applications pour créer les incentives, pour gagner des délégations du BGT, qui est un des tokens, un des 3 tokens dont tu as mentionné, qui est le token de gouvernance. Et ces délégations leur permet de miner plus, de valider plus. Et du coup, il est vraiment au centre de BeraChain, et c'est vraiment le truc très innovant, en plus du fait qu'il y a aussi le Beacon Kit, qui est du coup la stack sur laquelle fonctionne BeraChain, qui peut être adoptée par tout un écosystème, et qui est une stack à la fois EVM, identique, et proche du Cosmos, parce qu'ils utilisent le Comet BFT, qui est du coup la stack de Cosmos. Donc en fait, BeraChain, il est entre les deux. Et on pouvait voir un nouvel écosystème, à la fois Cosmos et à la fois EVM, et donc disponible sur Rabi, tout ça. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, il devrait être connecté à l'IBC cette année, je crois. Donc, plutôt sympa. Ok, alors. Ils sont déjà connectés à l'IBC. Ils sont connectés déjà? Ok, pardon. Oui. Alors, juste pour être sûr, parce que il y a plein de mots compliqués, alors on va rentrer un peu dans le détail, bien sûr, mais d'abord, est-ce que rapidement, vous pouvez nous faire la différence entre le proof of stake qu'on connaît et le proof of liquidity, pour qu'on comprenne un peu les enjeux? En fait, le proof of stake, c'est-à-dire que tu vas déléguer tes tokens. Ça dépend si tu es en DPoS ou en PoS. Proof of stake, tu vas staker tes tokens. On va parler juste du proof of stake à l'Ethereum. Tu vas staker tes tokens pour avoir des droits de validation. Là, en fait, c'est différent parce que tu as à la fois le Bera qui permet du coup aux validateurs de valider les blocs. En fait, c'est la délégation de BGT faite par les gens, par les utilisateurs des applications, qui permet aux validateurs d'avoir plus de droits de valider. Donc, en fait, il y a ces deux trucs à prendre en compte. Donc, les validateurs, ils sont très actifs, ils doivent aller chercher
les utilisateurs sur les applications. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que les validateurs, ils ne sont pas juste là à valider la chaîne, ils sont vraiment intrusifs dans les applications et ils doivent coopérer avec les applications pour faire venir des utilisateurs sur les applications pour qu'ils leur délèguent des BGT et donc posséder plus de pouvoir de validation. Mais petite question, je me mets dans la peau d'un staking provider ou un validateur. Quel est son intérêt à lui d'aller faire tout ça alors qu'il pourrait faire juste un rôle de staker ses coins et de pas faire autre chose? Les rendements sont beaucoup plus importants sur le Proof of Liquidity que sur un Proof of Stake classique. Donc les rendements de quoi? Tu veux dire sur les applications? Non, pour les validateurs, ils ont un rendement, j'imagine. Ah oui. Oui, c'est-à-dire que si jamais il ne participe pas à ça et qu'il veut juste capter, parce qu'il peut ne pas participer à ça et capter. C'est facultatif alors. Ok, donc il est incentivé à faire davantage. Exactement. C'est comme ça, il peut miner. Enfin, à chaque fois, je dis miner, pardon, mais valider plus de blocs, gagner plus de rendement. Mais il peut avoir que le minimum. Il peut, s'il veut. Ok. Donc, peut-être pour commencer aussi à poser les bases un peu du sujet, il faut qu'on parle des différentes cryptos pour essayer de comprendre un peu à quoi ils servent l'un et l'autre, parce qu'on va en parler tout le temps, hein, le BERA, le GBT, je crois, ou BGT, je ne sais plus. BGT, ouais. BGT. Et il y a aussi après le ONI, mais c'est un stablecoin natif, mais il a aussi sa place dans l'écosystème. Peut-être, pareil, petite présentation rapide de comprendre qui fait quoi. Tu veux t'y mettre, Gourou? Parce que j'ai pris pas mal la… Non, vas-y, c'est la présentation, Okay. je te laisse faire. Ok. BERA, du coup, c'est le token natif, c'est celui qui va c'est celui qui va être payé pour les gaz, c'est celui qui est transférable. Le BGT n'est pas transférable, c'est un token de gouvernance qui doit être mérité. En fait, tu dois vraiment participer du coup aux applications pour le toucher. Et celui-là n'est pas transférable, par contre, il peut être burn pour du BERA. Ce qui est transférable, par contre, c'est tout ce qui est liquid token autour, mais le BGT il est natif… burn à quelle parité? C'est deux parités différentes ou c'est du 1-1? Ok. 1-1, ouais. Et du coup, soit tu le burn, soit tu le délègues. Et en fait, les APR sont tellement énormes pour le déléguer que souvent les gens le délèguent. Je crois que c'est 15% qui sont burn et 85% qui sont… Mais attends, donc quand je burn du BGT, ça fait quoi? Ça mint un nouveau BERA? Non. Enfin, ça fait partie de… En fait, le BGT, c'est un BERA en devenir. Donc, d'accord. Mais oui, en fait, il fait partie de la supply du BERA? Il y a une allocation pour le BGT dans le BERA? Non. Il est dans la supply du BERA, le BGT. Il est comptabilisé. Il est compté? En gros, ouais, et en fait, quand tu burns ton BGT, tu mintes pas un nouveau token BERA, tu le sors de la trésorerie lock, en fait. Okay. Non, mais ça, c'est hyper important parce que, encore une fois, l'incidence, si ça avait été du mint, c'est que t'imagines si demain tout le monde s'en tape de la gouvernance, parce qu'en général, de toute façon, on s'en tape de la gouvernance. Ce qui nous intéresse, c'est le yield. Si demain tout le monde venait à burn le BGT, si ça crée de la supply, ça n'aurait pas été tenable. Donc, ok. Après, ça peut créer de la pression vendeuse. En soi, ça crée de toute façon. Pardon, je prends la parole rapidement. Vas-y. En soi, ça crée une sorte entre guillemets d'inflation, parce qu'en fait, vu que ça sort de la trésorerie lock, s'ils n'avaient pas burn le BGT, cette trésorerie aurait été bloquée. Donc, c'est là la différence entre la circulating supply et la total supply. C'est-à-dire qu'il y a celle qui est en circulation et puis il y a celle qui existe. Et ça aussi, pour ceux qui nous écoutent, c'est la différence entre le market cap, c'est-à-dire la totalité des jetons en circulation multipliée par le prix. Alors, il y a plein de façons de le calculer. Je le fais simple, m'en voulez pas. Et puis, tu as la FDV, là où on prend la totalité de tous les tokens qui existent ou qui vont exister. Et multiplié effectivement par le prix du jour. Et donc, moi, quand je vous parlais de 3 milliards de valo, c'est pour la totalité des BERA maximum qui sera émise, donc incluant les BGT, si j'ai bien compris. Je ne savais pas. Exactement. On apprend un truc, Gourou. Ok, alors justement, ça c'est intéressant ce qu'il me dit Maître Zan, c'est quand je disais tu t'en tapes de la gouvernance, mais en vérité, il y a des cas où tu t'en tapes pas de la gouvernance. Et notamment, on peut parler des protocoles comme Curve, etc., où en fait la gouvernance peut directement influer sur la liquidité, les récompenses, etc. Comment ça se passe justement sur BeraChain puisqu'il y a, si j'ai bien compris, non, d'abord, peut-être on finit les tokens, pardon. On a parlé du BGT, on a parlé du
Bera. Et puis, il y a le Oni. Il y a un truc à dire là-dessus, à part que c'est un stablecoin natif. Il a Ouais, c'est plutôt natif. il y a un lien tokenomique avec les deux premiers ou pas du tout? Pas à ma connaissance. Qu'est-ce que tu en Non. penses, Gour? Mais il me semble Non, pas. par contre, Oni a un truc intéressant, c'est que vu qu'en fait il est backé par l'USDC, un peu comme le fait Maker, à la différence, c'est que c'est auditable, c'est-à-dire que vous pouvez directement le voir on-chain. C'est l'avantage. Ok. Et alors, Mais pourquoi on pour dit... l'instant, Pardon. je mets un holà là-dessus parce que c'est du wrapped USDC, ce qui fait que Circle ne fournit pas en direct la liquidité. Bien sûr. Qu'on soit d'accord. Et donc, j'imagine qu'il doit y avoir des limites au niveau du bridge. On ne peut pas en fait autant qu'on veut. Et donc, forcément, ce n'est pas comme si demain, Circle décidait d'émettre le USDC sur Berachain. On n'y est pas encore. Mais en soi, c'est assez normal dans une blockchain. Au début, parce que ça coûte cher d'émettre nativement un USDC ou un USDT. Ils demandent une tonne d'oseille en frais, ils demandent de la liquidité. En vrai, ça dépend de deux choses, parce qu'en fait, pour le coup, on a eu le cas de Avalanche Session qu'il avait fait dès le starter. Ça a été une des rares blockchains à le faire au starter. Et en fait, pourquoi ils ont été acceptés au starter? C'est parce qu'en fait, ils remplissaient les conditions que Circle demande. Actuellement, Berachain ne répond pas encore toutes les conditions, notamment à cause de son bridge. Ils n'ont pas en fait un bridge NGX. Donc, en gros, pour faire simple, ils n'ont pas un bridge ultra sécurisé pour pouvoir accepter que Circle se connecte dessus. Donc, ils ont des spécifications Circle où tu dois être obligé d'avoir ça si tu veux avoir Mais je n'ai du pas mint. compris pourquoi tu as besoin d'un bridge si Circle vient émettre nativement sur la blockchain. Pourquoi tu as besoin d'un bridge? Parce qu'en fait, très souvent, pour maîtriser la supply totale de l'USDC, ce qu'ils font, c'est qu'ils le mintent eux sur leur propre blockchain à eux. D'abord, avant de te l'envoyer. Donc en fait, ils ont besoin en fait d'avoir une traçabilité, notamment en fait d'avoir ce qu'on appelle des messaging au sein de tes bridges pour dire regarde, j'ai une trace comme quoi je t'ai envoyé de la thune. C'est pas je crée de la thune et puis tu peux en créer, tu peux en mine comme tu veux. C'est moi qui décide quand est-ce que je peux le faire. Et ils Donc ont un c'est-à-dire standard. Circle comme Tether. Ouais. Voilà. Et pour ce Circle bridge, comme ils ont Tether, un en fait. standard que pour l'instant, Berachain ne remplit pas. Exactement. Mais là, en fait, ce qui est affreux, c'est que la majorité des projets sur Cosmos n'ont pas ce standard. Et ça, c'est dû à l'IBC. Alors, c'est quoi l'IBC pour ceux qui... Le messaging, ce qui permet en fait de communiquer entre les zones sur Cosmos. Et donc ça, c'est protocolaire. Ça, c'est directement C'est dans le protocole. Dans le SDK, quoi. C'est vraiment dans C'est exactement sur ça que travaille actuellement Osmosis, parce qu'Osmosis, pour ceux qui ne savent pas, ont récupéré la blockchain Cosmos. C'est là-dessus qu'ils travaillent pour modifier complètement, donc ils appellent ça le Cosmos 2, et rajouter justement des contraintes, entre guillemets, pour accepter Circle. Alors, c'est clair. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions à les poser. Moi, je pose celles qui me viennent comme ça, mais si vous avez des questions, il y a un truc qui vous échappe, n'hésitez pas. J'aimerais avoir votre avis sur justement ce proof of history. Qu'est-ce qu'il a de bien et est-ce qu'en soi, il peut y avoir… Liquidity. Pardon. C'est pas Solana. On parle de Solana. Tu es matrixé par Solana. Mardi, j'ai passé 2 heures à parler de Solana et voilà. Donc, merci de me reprendre. Donc, ouais, est-ce que. Donc, moi, je vois le bon côté, tu vois. Le côté, ça aligne les intérêts, ça invite les validateurs à faire un peu plus que juste faire tourner des machines et de s'intéresser à l'écosystème de DApp, etc. Mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas des problématiques que ça peut poser, notamment avec les conflits d'intérêts, avec voilà, c'est important peut-être parfois de distinguer chaque rôle. Il y en a un qui est là pour sécuriser le réseau, tu en as un qui est là pour développer un écosystème. Est-ce que aligner les deux, c'est pas prendre le risque effectivement de centraliser le truc outre mesure? Bien sûr, mais c'est un truc qu'on dit tout le temps. En fait, la blockchain, elle est faite pour créer du bribe, des pots de vin, des interactions entre les validateurs, les applications, tout ça. Évidemment que ça a tendance potentiellement à centraliser, on le voit déjà avec Infrared. Mais encore une fois, la blockchain, elle a été faite c'est un peu un proof of concept pour voir jusqu'où on peut aller sur les applications.
Et ce qui est beau, c'est que ça redirige quand même les émissions vers les utilisateurs. Et ça, c'est une première, en tout cas à ma connaissance. Et je trouve ça très cool. Par contre, évidemment qu'il y a des risques. Moi, je ne parle jamais de Berachain sans nommer les risques, parce qu'il y en a. Mais je trouve que l'idée est très intéressante. Je pense qu'ils sont assez smart, parce que c'est des gars quand même qui ont levé 50 millions. Tu ne lèves pas 50 millions comme ça. En plus, qu'on crée une nouvelle technologie. Hein. Le Beacon Kit, c'est quand même quelque chose de fou quand on y pense. Alors ça, on va y revenir sur Beacon Kit. Tout ça, j'ai rien compris. On va faire un point sur le stack juste après. Alors, je vous le Je t'ai dis, fait un dessin. Ouais. Je C'est t'ai fait un vrai. dessin, je trop te l'ai bien. envoyé. Trop bien. Tu m'enverras, on partagera. C'est mis dans le DM déjà. Où ça? Twitter. Ah, ok. Twitter. Ok. Donc, je disais, ok. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, justement, Gourou, là-dessus? Ma question, c'est l'innovation, c'est hyper intéressant, surtout si on est conscient des risques, etc. Est-ce que ça a sa chance? Est-ce que ça a sa place? Ou est-ce que, selon toi, c'est ni fait ni à faire et tu sais Parce que quand je te lis, c'est un peu ça. On a le sentiment qu'en gros, tu sais déjà ce qui va se passer, quoi. Moi, je t'aime, mon frérot, même si parfois tu es un peu péremptoire, mais moi, je t'aime comme tu es. Mais là, maintenant, devant les gens qui n'ont pas forcément lu vos échanges, est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue là-dessus? Et peut-être, est-ce que tu as des précédents de trucs qu'on fait un peu pareil et sur lesquels ça se serait mal passé? Alors, pour le coup, je préfère dire que je suis plutôt perpendiculaire que péremptoire, mais bon, chacun ses mots. Alors, pour le coup, en Ok. fait, le POL, c'est un truc qui avait déjà été discuté en 2016, je crois. Il y a eu des discussions autour de ça, 2017. Le premier qui a voulu intégrer ça, c'était EOS à l'époque, qui avait été justement refusé par la communauté parce que déjà EOS étant ultra centralisé, ils avaient pas voulu que du coup trop de centralisé en plus autour de l'argent, ça aurait été compliqué. Du coup, en fait, ce qu'apporte Berachain avec ça est forcément intéressant parce que les gens vont dire ben, c'est cool, je fournis la liquidité, cette liquidité-là va travailler pour les projets. C'est très sympa parce que du coup, ce volt en fait va être voté, va être déplacé, les projets vont forcément avoir de la liquidité. Ça évite ce qu'on appelle dans le marché des blockchains, c'est le split de liquidité. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec 500 millions sur Ethereum, enfin 500 milliards même sur Ethereum, et 0 sur une autre blockchain. Tu vois, je prends Multiverix comme exemple. Tu vois. Un petit tac, T'abuses, là, en c'est toujours plus, sympa. franchement, la TVL sur MVX par rapport au market cap, elle n'est pas dégueu. Donc, ce soit pas Ouais, méchant. 20 millions, ouais. Mais t'abuses, c'est beaucoup plus que ça. Mais fais le ratio, tu verras. Market cap TVL, tu verras que Multiversix n'a pas à rougir par rapport à d'autres. Ouais. Mais Alors, on bon, verra. bref, en vrai, c'est pas le sujet. Du coup, ouais. Un exemple, si tu veux, j'ai pas de problème par rapport à ça. Alors du coup, voilà, en fait, ça évite le problème en fait que des projets un peu trop gros, ce qu'on appelle les first projects, débarquent en fait et absorbent toute la liquidité et que les autres projets qui débarquent n'ont pas de liquidité. Donc là-dessus, tous ces trucs-là, je trouve ça très cool. Là où moi je vois les problèmes, et il y en a deux gros, le premier problème, c'est que déjà, comparé à par exemple, si vous mettez votre argent, parce que je vois beaucoup de gens qui disent ouais, mais moi quand je crée une pool de liquidité sur Uniswap, je vois pas la différence avec ça. Ben, en fait, la différence elle est énorme. Sur Uniswap, quand tu déposes ta liquidité sur Uniswap, tu le déposes sur une paire de liquidités. Tu as du coup 2 smart contracts à auditer. Ok. Là, quand tu déposes ta liquidité sur Berachain, tu le déposes dans un vault. Ce vault-là, en fait, va être donné, entre guillemets, rendu accessible à un projet. Du coup, ce n'est pas 2 smart contracts que tu dois auditer, mais l'intégralité des smart contracts du projet et voir la faisabilité et les connexions qu'il y a avec le vault. Et en termes d'audit, c'est monstrueux. Ça demande un travail monstrueux. Ce qui fait que ça multiplie les risques par le nombre de smart contracts qui ont des interactions avec le Volt. Si ce Volt-là, il se balade et se connecte à différents projets, du coup, il va falloir qu'ils auditent chaque projet. C'est pour ça qu'en fait, quand je dis que Berachain crée, entre guillemets, une whitelist pour les projets, c'est dans ce sens-là. C'est dire, bah, vous voulez de la liquidité, c'est nous qui décidons si vous en avez ou pas, parce que c'est eux actuellement qui gèrent le BGT, donc c'est eux qui gèrent les volts. Donc c'est en partie une whitelist. C'est eux qui décident si tu as la liquidité ou pas. Voilà. Ça, c'est le premier point.
Alors, juste sur ce point-là, peut-être Joe, et ensuite je te redonnerai Oui. la parole pour le deuxième point. Juste un petit détail, en fait, tu apportes la liquidité sur les applications. Tu as du coup des tokens qui représentent ta LP. Ouais, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est assez normal. Et en fait, c'est ces tokens de LP que tu vas aller stake sur les Reward Vault. Tu ne vas pas directement sur Reward Vault. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et actuellement, c'est Berachain qui décide quelles applications ont le droit. Après, plus tard, ce sera un truc de gouvernance. Et là, il y a encore un autre risque. Mais voilà, de toute façon, c'est compliqué d'avoir les deux. Mais voilà, je voulais juste préciser ça. En plus, si les gens veulent farm, au moins, ils sont un peu plus clairs. C'est d'abord, tu stakes sur une application et après, tu vas sur le Vault. Voilà. Ok, pour moi c'est clair. Je répète, hein, évidemment, les gars, si vous avez des questions, les gars, les filles d'ailleurs, on a des filles qui nous écoutent. Hein, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, une petite question si vous souhaitez une précision. Vraiment, n'hésitez pas. Gourou, tu avais un deuxième point à aborder avant qu'on passe justement au superbe infographie que tu m'as faite. Là, je suis pantois devant tes talents de dessinateur industriel. Vas-y, Gourou. Du coup, le deuxième risque, c'est que la liquidité, comme on le sait sur tous les projets, se balade de projet en projet. C'est-à-dire va de Solana vers Ethereum, vers Arbitrum, voilà. Ce qui fait que, en fait, plus la connectivité avec les autres projets va être forte, c'est-à-dire en fait les sorties de liquidité vont être possibles, plus en fait les afflux de liquidité vont bouger. Ce qui peut, dans un cas, dire bah, c'est génial en fait, il y a plein de liquidités qui pourraient arriver sur Berachain, mais ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire que si demain tu as une forte envie de sortir la liquidité, on a vu le cas sur Hyperliquid, il y a 400 millions qui ont disparu en quelques jours, ça peut poser problème pour certains projets. S'ils n'ont plus accès à cette liquidité et que ça peut poser Oui, problème. mais alors, avant de te laisser, Joe, répondre à ça, moi j'ai une question. C'est le cas déjà aujourd'hui, non? Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les projets, les protocoles attirent des liquidités donc autrement, pas par le consensus, mais par l'afflux des utilisateurs, etc. Et à tout moment, ça peut partir. Mais ce que tu veux dire, c'est que s'il y a un afflux sortant, ça peut peut-être poser problème au niveau du consensus. C'est ça que tu dis? Non, ça peut poser problème au niveau de ce qu'on appelle le risque-reward des attaques sur Eh Berachain. ben, En ouais, fait, oui. pourquoi Ethereum aujourd'hui ont le valuable très fort? C'est parce qu'ils supportent la DeFi. La majorité des stablecoins sont dessus, la valeur est Ouais, forte. Attaquer Ethereum aujourd'hui, c'est très dur. ouais. Plus tu as un projet qui a peu de liquidité, plus la valuable est très forte. C'est tout. J'ai capté. Et donc, ça peut poser effectivement le problème justement au niveau de la sécurité du réseau. Ok, ouais. Joe, vas-y. Sans parler du consensus. Ouais, je parle vraiment de la sécurité économique, on va dire, du réseau. Exactement. Moi, je ne peux pas voir ça comme un mal, parce que ce serait catastrophique d'avoir, on le voit d'ailleurs, Hyperliquid, c'est un bon exemple, que quand c'est un peu la galère de sortir du layer 1, c'est pas agréable. Moi, je trouve que plus c'est interopérable, mieux c'est. Et puis ça crée en fait un bon layer de compétition. Sinon, chacun est isolé, chacun est coincé, et c'est pas bon. Donc moi, je suis pour. Hein. Si les gens ont envie de sortir, ils sortiront. Et s'ils sortent, en fait, juste ça fait monter la PR, parce que les rewards sont les mêmes. Il y a moins de TVL, et du coup, ça incentive encore. Et en fait, c'est toujours ça, c'est toujours pareil. C'est que l'humain, il est un peu prévisible dans ce qu'il est. Et même si les gens ont un comportement qui n'était pas prévu à la base, comme les APR bougent pour s'adapter, les autres humains, ils vont les remplacer, quoi. Donc, tant que les APR sont bons, je ne m'inquiète pas. Et actuellement, il n'y a pas meilleur que Berachain sur le marché. Et je pense qu'il n'y aura jamais meilleur parce que c'est fondamentalement inclus dans le consensus. Que les émissions vont dans les pools. Après, ce sera dilué de toute façon cette année, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que ça restera toujours intéressant. Alors, je précise évidemment un petit disclaimer s'il en est. Hein, tous les propos appartiennent à ceux qui les prononcent et qu'en aucun cas il s'agit d'un conseil en investissement. Faites vos recherches et évidemment ne vous contentez pas des informations qui sont mentionnées ici et allez vérifier évidemment. C'est très important en dépit de la qualité de nos intervenants qui évidemment ont bossé le sujet. Mais voilà, quand même, hein, les gars, c'est important. Tu veux répondre quelque chose là-dessus, Gourou, sur le côté finalement bénéfique de cette liberté de flux et finalement l'incentive des APR qui fait qu'à la fin, tu as un calcul de l'agent économique qui reviendra
sans doute, pour profiter de ces rendements? Alors déjà, je suis un gourou, donc vous pouvez me croire sur parole. Premier truc. Ouais, non, au niveau de l'incentive, c'est toujours pareil. C'est une façon d'attirer j'allais dire le pigeon, mais c'est pas vrai. Mais c'est une façon client. d'attirer de la liquidité en Voilà. fait. Donc, voilà, la liquidité. Il faut faire dire la liquidité parce qu'il n'y a pas vraiment un client parce qu'en fait il y va mais il comprend pas ce qu'il prend. Donc c'est plus la liquidité. Du coup, c'est un truc qui a déjà été éprouvé maintes et maintes fois. C'est un truc qui est utilisé tout le temps. Donc j'ai envie de dire why not? Pour moi, ça c'est pas le problème en fait. Le problème réside ailleurs. J'ai capté. Alors, justement, je vais partager. Préparez-vous tous. Hein, je vous le dis, là, je crois que vous n'êtes pas prêts pour autant de talent. Autant de beauté, de sublimité. Alors, est-ce que là, vous voyez ou pas? Non. Ok. Non, du tout. Ah oui, mais parce qu'en fait, je crois qu'il y a. Pourtant, c'est censé être beau, donc Ah. c'est censé s'afficher en En fait, 4K. c'est parce que c'est de ma faute. Je n'ai pas autorisé le partage de documents. Donc, par contre, je peux partager. Attendez, laissez-moi une petite seconde. Hop, voilà. Parce que je peux partager un onglet, mais pas un truc. Alors, je l'ai mis en blanc Non, mais c'est. pour que ça pique Ouais, bien ouais, les là, yeux. je crois que vous n'êtes pas prêts, les gars. Hein. Hop, bougez pas, c'est parti. Voilà. Là, normalement, vous voyez. Voilà. Donc là, les gars, hop, on va le faire comme ça. Je pense que là, on est pas mal. Hein. Je vais ouvrir la fenêtre à mon chat et puis je te laisse nous parler d'un truc dont vous avez parlé un peu au début, les modules BeaconKit, Comet BFT, Cosmos SDK. Moi, je n'ai rien compris. Donc, vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi ça voilà. Bon, vas-y, c'est ton schéma, Gros. Alors, j'aimerais déjà qu'on me félicite. Ouais, mais j'aimerais déjà qu'on me félicite pour la beauté du schéma. Hein. Incroyable. Je l'ai fait là, juste avant qu'on lance le live. Je me suis dit que ça pourrait être plus simple. En fait, tout ça, en fait, c'est comment fonctionne Bitcoin, comment il fonctionne aujourd'hui Berachain, en fait. Faut savoir qu'avant, au milieu de ce schéma-là, il y avait Polaris qui était là, EVM, Polaris EVM, que du coup, Joystar m'a dit qu'il l'avait retiré, donc j'ai été vérifié, oui, ils l'ont retiré. Maintenant, c'est intégré directement dans l'engine API. Alors, comment ça fonctionne? Quand vous faites une TX, déjà, vous voyez que c'est un peu chaud. Donc, quand vous faites une TX sur Bitcoin, sur Berachain, vous passez en fait par le Bitcoin Kit, qui lui va envoyer votre TX à l'engine API. Okay, l'engine API, en fait, rend la compatibilité à l'EVM. Donc, c'est ce qui permet justement à Berachain d'être identique à EVM. À travers l'engine API, en fait, lui, il va le serialiser, c'est-à-dire en fait rendre l'ATX en version JSON. Donc, pour ceux qui sont un peu dans la tech, vous comprenez, c'est un format pour pouvoir être lisible facilement. À travers ça, il va l'envoyer à Comet BFT. Comet BFT va voir du coup l'information arriver. Il va se dire OK, il y a une TX, il va falloir que je fasse quelque chose. Du coup, il va renvoyer l'information à l'engine API et lui dire bon bah c'est bon, j'ai bien reçu. Maintenant, renvoie ça à BitcoinKit pour que BitcoinKit me valide la TX. Une fois que c'est fait, c'est renvoyé à l'engine API, renvoyé à Comet. Comet passe par l'ABC que vous voyez au-dessus. L'ABC, c'est un bloc qui est utilisé énormément sur Cosmos, mais aussi par des layers 2 Ethereum, qui permet en fait de faire un truc qu'on n'aime pas beaucoup, mais qui est beaucoup utilisé, qui sont l'optimist transaction. C'est-à-dire en fait comme les optimist rollup. Comme les optimist rollup. C'est-à-dire en fait, en gros, les transactions sont de base considérées comme valides. Optimistique. L'ABC. Pas optimiste, optimistique. Oui. Ouais, mais en fait, en gros, c'est des transactions Ouais, optimistes. en fait, on considère... C'est-à-dire qu'en fait, ça part du principe. Voilà. On part du principe que c'est OK tiers, ça passe. Donc, il envoie ça au validateur. Juste pour préciser jusqu'au bout la vision de ces optimistiques roll-up, c'est qu'en fait, la transaction, elle est considérée comme intègre jusqu'à ce qu'au moins un acteur du réseau vienne la dénoncer. Et donc, la condition sine qua non, c'est qu'il y ait au moins un acteur honnête, en l'occurrence un validateur, hein, souvent, ou un nœud, honnête sur le réseau. C'est la condition, on va dire, de base pour que ça fonctionne, quoi. C'est ça. Faut savoir qu'aussi l'ABC a un autre rôle
qui est un peu considéré comme marginal, mais que moi je ne considère pas comme marginal, c'est à travers l'ABC que vous pouvez faire du MEV. Donc, vu que l'ABC, en fait, a les pleins pouvoirs sur votre transaction, ils ont aussi le plein pouvoir sur la réorg du bloc. Donc, en fait, s'ils veulent faire du MEV, c'est ici qu'ils le feront. Alors, Voilà. le MEV aussi, si Donc les ça, c'est gens un truc. ils ne savent pas de quoi il s'agit, c'est de l'optimisation de blocs avec derrière des risques de manipulation, d'attaque sandwich, etc. où quelqu'un va venir juste avant la transaction et ensuite juste après pour te ken, en fait. Voilà. Et non, Exactement. mais ça, c'est important de le savoir, en fait, parce que ça représente un Voilà. marché de plusieurs centaines de millions de dollars, notamment sur Solana, mais aussi sur Ethereum, etc., quoi. Bon, alors donc, est-ce que tu as fini ta présentation? Parce que j'ai des questions. Non? Vas-y, Non. continue. Non, c'est pas fini. Du coup, ABC envoie du coup, les TX vers les validateurs. Les validateurs reçoivent la transaction ou les blocs. Parce que j'ai oublié de dire, mais BitcoinKit peut aussi créer des blocs. Enfin, c'est lui qui crée les blocs d'ailleurs. Du coup, il participe au consensus. Il renvoie le signal à Comet BFT. Comet BFT reçoit le signal. À travers là, il renvoie au consensus à travers l'engine API pour que BitcoinKit valide tout le bousin. Voilà. Donc, en gros, ça fait BitcoinKit, Engine API, Comet BFT, Engine API, BitcoinKit, Engine API, Comet BFT, ABC, validateur, Comet BFT, Engine API, BitcoinKit. Voilà tout le trajet de psychopathe qu'il faut faire. Sachons que il ne faut pas oublier un truc, si vous regardez bien, BitcoinKit ne communique qu'avec une seule chose, c'est l'Engine API. Alors, l'Engine API, c'est quelque chose qui est créé par Ethereum, donc c'est quand même quelque chose qui est éprouvé, mais c'est un gros point of failure. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce qu'il a déjà été l'objet d'attaque? L'objet d'attaque, parce qu'en fait, il n'avait jamais été utilisé de cette façon-là. Ok. Alors, bon, ce qu'on peut dire quand on écoute tout ça, c'est que d'un côté, on se dit la modularité, c'est bien parce que ça facilite l'évolution, ça permet d'intégrer rapidement les améliorations de Ethereum et de Cosmos. Donc ça, en soi, c'est plutôt cool en termes d'innovation. Par contre, effectivement, il y a tellement de couches que tu as une probabilité de panne qui augmente par définition. Et donc, derrière, voilà, c'est compliqué. Et surtout, dis-moi si je me trompe, mais ça nécessite de la part des validateurs un niveau de compétence tellement important que le risque, c'est que ce ne soit pas ouvert à tout le monde et donc que la chaîne, en fait, elle soit centralisée et pas du tout, pas du tout ouvert aux tout venant. Moi, c'est ce que je comprends, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Joe? C'est pas le but. Il y a 60 validateurs, c'est permissionné. Et il n'y a pas pour but d'avoir autant de validateurs, même que Solana. J'ai reçu le CEO d'ailleurs en interview, ça sortira cette semaine, pour ceux qui veulent un peu avoir son avis. Mais voilà, la vision, c'est plutôt 100-150 validateurs. Encore une fois, vraiment, le but, comme tu l'as dit très bien au début, ces gars-là, ils viennent d'une collection NFT qui était un peu dégène. Ils ont une idée qui était très intéressante, qui a été financée par de gros gars. Parce que fondamentalement, c'était très intéressant. Mais ça reste une expérience un peu sociale pour voir ce qu'on peut faire avec les applications. Et puis surtout, une façon de voir est-ce qu'on peut mettre les applications au sein du consensus. Est-ce que ça peut créer un petit peu une folie défi Summer comme à l'époque, que tu as sûrement vécu. Et moi, je suis partisan que ça le fera. Après, il y a des risques qui sont liés et ça, c'est indéniable. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette vision consciente que tu dévoiles. Même nous sont conscients. Non, mais je dis pas que je découvre et je dis pas que c'est la première fois que tu en parles. Mais pour ceux qui nous écoutent, on avait un peu le sentiment, c'est comme ça un peu qu'on l'a présenté, que tu étais plutôt pro et que tu étais plutôt contre. Et la réalité, elle est bien plus équilibrée. Et c'est le but d'ailleurs de ce genre d'échange, que de voir que toi, tu penses qu'effectivement, qu'il y a des risques et qui sont assumés par la team elle-même, d'ailleurs, pour le coup. Donc, il n'y a pas de raison de les cacher. On est à la limite d'un objet d'expérimentation, ce Vera Chain. Le problème, et c'est là où j'adore aussi avoir le point de vue de Gourou, c'est qu'ils ont levé quand même 140 millions.
Bon, qu'il y a des mecs qui vont déposer des fonds dessus pour avoir des rendements juteux. Au moins, faut-il qu'ils soient publiquement et ouvertement conscients que voilà, il y a des risques et tout le monde n'a pas le temps forcément de lire des trucs hyper compliqués, hyper longs. Donc voilà. Mais moi, en tout cas, Mais la différence, je pense, entre Gourou et nous, et moi, pardon, on a un peu le même avis, sauf que moi, je suis beaucoup plus pro pour l'innovation, même si ça comporte des risques, que Gourou est peut-être beaucoup plus, il fait beaucoup plus attention. Et voilà, moi, il n'a pas le même âge aussi. Je pense que Gourou, voilà, c'est ça. Gourou, alors je ne sais pas quel âge t'as, mon refrain, mais on a le sentiment un peu, tu sais, de le bon sens des vieilles troupes, tu vois, quand on t'écoute. Un peu, tu as vécu des trucs et aujourd'hui, on ne te la fait plus et tu préfères être celui peut-être un peu chiant qui rappelle qu'il faut faire gaffe plutôt que celui qui dise l'innovation à tout prix. Je ne dis pas que c'est ce que tu dis, Joe, mais voilà, je simplifie un petit peu les choses. Qu'est-ce que tu en penses, Gourou? C'est un peu ça? Ah, moi, je tape dans les vieux pots. Hein. C'est pas sympa pour madame. Ouais, t'inquiète, j'ai l'habitude. Non, en fait, moi, j'ai aucun problème avec l'innovation. J'ai un problème, en fait, avec quand tu fais de l'innovation et que tu. Pour le coup, voilà, là où je veux en venir, c'est que Berachain n'a jamais minimisé le risque. Ils ont fait même un blog très là-dessus qui s'appelle je crois que je l'ai là. Ouais, Beacon Kit, justement, où il parle de Beacon Kit et de toutes les réflexions qu'il y avait dessus. Je crois qu'il était sorti en juin, de mémoire. Et qui était justement très intéressant parce qu'en fait, il parlait des avantages, des inconvénients, de tout le bousin. Donc là-dessus, la team a été plutôt ouverte et ce que je trouve très louable. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Entre guillemets, sur la communication, je trouve pas trop de problèmes. Là où moi je vois un problème, c'est quand tu commences à faire Mumuse, à intégrer énormément de technologies, parce que là, il y a quand même 2 technologies qui sont mélangées. Ils ont, pour donner une idée, BitcoinKit, c'est un mix de leur part, plus basé sur le Cosmos SDK. Donc c'est le SDK de Cosmos. Ils l'ont un peu modifié pour pouvoir faire BitcoinKit. L'Engine API, ils l'ont modifié aussi, mais c'est basé en grande partie sur le travail de Ethereum. Derrière, ils ont Comet BFT, qui est du coup le travail de Cosmos. ABC, qui a un travail conjoint entre Cosmos et Ethereum, qui a été lancé à l'époque avec Juno, EVMOS et toute la clique là. Bref, il y a beaucoup de tech mélangées. Et moi, le souci que je vois, c'est le travail qui va devoir être demandé à la team. C'est-à-dire que maintenir tout ce bousin fonctionnel, ça va être compliqué. Déjà, un truc tout bête, j'ai regardé, ils ont récupéré littéralement la machine EVM. Ils n'ont fait aucune modification avec à travers l'API. Ce qui fait qu'ils récupèrent aussi toute la dette technique d'Ethereum. J'en avais parlé un peu dans mon thread, Ouais. mais en gros, J'allais en parler, mais c'est très cette bien. chaîne d'Avalanche, C'est très bien. voilà, cette chaîne d'Avalanche avait eu une équipe dédiée qui a travaillé 2 ans sur résoudre une bonne partie de la dette technique pour alléger le poids de l'EVM. Ça a demandé une somme astronomique. On parle d'une équipe de dev dessus pendant 2 ans. C'est très très cher. Aujourd'hui, eux, ils récupèrent du coup l'EVM comme il est actuellement, c'est-à-dire avec une très très grosse dette technique, sans compter les ajouts qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, et en plus de ça, ils ont les EIP qui sont pas automatiquement validés parce qu'ils rentrent dans ce qu'on appelle des clusters, mais ils peuvent les valider. D'ailleurs, ils ont validé un EIP directement, que je le retrouve rapidement pour ceux qui veulent s'y intéresser. Ils ont validé l'EIP 47 quelque chose de mémoire. Je sais pas où je l'ai mis quelque part un jour et j'ai dû le noter sur une vieille feuille qui traîne. Bref, ils peuvent valider des EIP un peu comme ça et intégrer des EIP, ce qui est très cool. Ça, je trouve ça très bien. Mais derrière, ils absorbent en même temps la dette technique. Pour Ethereum, éponger la dette technique, aujourd'hui, on a déjà discuté, je ne sais pas si tu te souviens, avec Abdelhamid, c'est un problème sur Ethereum. C'est vraiment un vrai problème d'éponger la dette technique. Récupérer ça en étant un nouveau projet, je trouve ça chaud. Voilà. Sans compter tout le reste qu'ils ont derrière.
c'est-à-dire sans compter la gestion de leur Bitcoin Kit qui est modulaire, donc qui vont devoir modifier parce qu'ils ont intégré par exemple les blobs et du coup potentiellement ils voudraient intégrer plus tard les rollups, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent en faire, mais ils ont intégré les blobs. Cosmos BFT, Comet BFT qui est très bien, mais qui a une dette technique monstrueuse dans la gestion de la mempool. Ils en parlent, et ça là-dessus ils ont été clairs. La gestion de la mempool est un gros problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont enlevé Polaris EVM, parce que justement ça rajoutait un goulot d'étranglement. Bref, il y a quand même un gros bousin à gérer pour une équipe assez nouvelle. Et je trouve ça un peu violent. Voilà. Tu aurais préféré qu'ils y aillent de façon peut-être plus itérative, plus incrémentale Pas forcément de cette façon-là, mais ils n'aillent pas du tout vers cette stratégie ultra modulaire. Non, en soi, c'est pas un problème d'aller vers le modulaire. Pour moi, ce que je trouve dommage, c'est limite de faire peser toute cette modularité sur le poids des users. Parce qu'entre guillemets, qu'une team fasse ça, why not? Je trouve ça très cool, vas-y, lance-toi. Moi, j'ai toujours aimé que les gens testent des trucs, pas de problème. Mais que derrière, tu lances ça avec en contrepartie d'avoir le proof of liquidity, donc littéralement l'argent des users, je trouve ça un peu bancal. Tu vois, je suis pas fan de cette vision-là, de dire la dette technique qu'on apporte, la complexité du bousin va reposer en partie sur les épaules des users. Et la majorité des users n'ont pas conscience de ça. C'est là-dessus en fait où je suis un peu ronchon. Tu voulais réagir? Pardon. Fini. Et voilà, c'est là-dessus où je suis un peu ronchon. Ouais, c'est là-dessus où je suis un peu ronchon en disant faites gaffe quand vous parlez de Berachain, n'oubliez pas la dette technique qu'il y a derrière en fait. Tu as raison, tu as fait raison. Je voulais juste un truc qu'on n'a pas dit sur le BOL, c'est que par nature, ça augmente forcément la profondeur de liquidité, ça augmente forcément la DeFi et que ça peut être très intéressant. Mais bref, ça, on n'en a pas parlé. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi sur l'IVM. Moi, personnellement, le fait que j'utilise Comet BFT, moi, je trouve Comet BFT un peu vieux maintenant. J'en ai discuté avec lui parce que tu vois, Hyperliquid utilisait Comet BFT avant. Ils sont passés sur un variant de Hot Stuff, comme tout le monde, Monad aussi, tout ça. Et moi, je préférais largement qu'ils utilisent ça plutôt que le Comet. Le truc, c'est que comme tu dis, l'IVM est tellement lente que ça permet actuellement, Berachain a 2 secondes de block time au lieu de 12 sur Ethereum. Il pourrait encore faire descendre ça. Mais juste l'IVM, c'est trop compliqué et tu es obligé de passer par ce genre de modularité pour l'améliorer. Et actuellement, Berachain est en retard technologiquement, je trouve, par rapport à un Monad ou des Layer 2. Layer 2, c'est différent forcément, mais parce que ils ont 2 secondes. Par contre, ils ont une IVM identique. Et du coup, forcément, ça permet d'attirer beaucoup de développeurs. Et je pense que c'est vraiment... En fait, il y a un moment où il faut que tu pèses entre soit tu fais un truc et tu t'éponges pas à dette technique de l'IVM, mais du coup, tu n'attires pas les développeurs. Soit tu essaies d'éponger et tu attires vraiment beaucoup de développeurs. Et on le voit actuellement, je trouve que l'écosystème est vraiment pas dégueu, quoi. Surtout comparé à un Hyperliquid. Vas-y, Gourou, et on va se diriger après vers la conclusion. Vas-y, Gourou. Ouais, moi, j'ai plus une question pour toi, Joystar. Est-ce que tu as question à la team? Dans ce cas-là, pourquoi pas être parti sur un ZK Rollup ou être devenu un Layer 2 d'Ethereum, en fait? Pourquoi, en fait, avoir fait tout ce bousin? Comment tu fais un proof of liquidity si tu n'as plus de consensus, du coup? C'est ça le problème. Mais le consensus, tu peux le faire autrement, en fait. En fait, le proof of liquidity n'est pas obligé de rentrer dans un domaine où le consensus rentre en jeu. Tu peux le rentrer tout simplement dans un système de validation. Ils auraient très bien pu le faire. Alors, il faudrait plusieurs séquenceurs et... Ouais. Si tu veux, entre guillemets, comment il s'appelle, Starknet le fait très bien. Ils peuvent proposer des séquenceurs. Enfin, il y avait d'autres solutions, entre guillemets, qui ne demandaient pas une dette technique aussi énorme pour le faire. Et en fait, moi, quand j'ai vu ce que Berachain a pendu, j'ai fait, wow, les frérots, vous avez pris un peu à droite à gauche, vous avez mélangé tout ça, et vous avez secoué un grand coup, et vous avez sorti ça, tu vois. Et c'est un peu l'avis que j'ai de beaucoup de gens qui s'intéressent à la tech sur Berachain. C'est en mode, oula, c'est chaud, quoi. Et il y avait d'autres solutions, je trouve, plus simples à faire. Et je sais pas si tu avais posé cette Gourou, question. c'est quand la Gourou Chain? Parce que bon, c'est bien de... Alors, j'ai lancé un testnet sur Avalanche en 2 clics en 20 secondes. Tu sais, ça existe. Hein.
Tu vas venir nous parler, là, si j'ai bien compris, Avalanche, là, ça avance bien là, avec les RWA, tout ça. Tu reviendras nous en parler. Les gars, je vais vous laisser le mot de la fin. Je voudrais que ça dure 1 heure, cette séquence. Et là, on est à peu près à ça. Si vous pensez qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est le moment. Si vous pensez qu'on a fait le tour, je vous laisse conclure, dire un peu le mot de la fin. Qui veut commencer? Bon, vas-y, Gourou. Hein. Ok. Singez si vous voulez, mais venez pas critiquer les gens qui en parlent, parce que c'est pas le but des gens qui en parlent. Vous avez, comme on dit, avec Joey Star, parfois, parfois on est en désaccord sur certaines choses, mais voilà, on est en désaccord sur la façon parfois de communiquer ou la façon de voir les choses. Mais si vous mettez votre thune quelque part, vous perdez votre thune, frérot, tant pis, quoi. Fallait pas singer avec ton PEA, quoi. Je suis plutôt d'accord. Hein. Soyez responsables. Moi, je suis toujours pour embrasser la technologie, surtout quand c'est intéressant, même si ça vient toujours avec aussi des trade-offs. Et je pense que Berachain, c'est un des acteurs à suivre. Voilà, on n'en a pas parlé, mais Monad aussi, ils font de l'IVM beaucoup plus rapide. Ils font des trade-offs qui sont très différents, aussi risqués d'un autre sens. Donc voilà, de toute façon, quand tu fais de l'IVM, tu as toujours des trade-offs à faire. Et voilà, intéressez-vous, surtout. Intéressez-vous parce un jour, il faudra qu'on parle de Monad. Hein. Je suis chaud. Hein. Non, moi, j'aime bien Monad. Hein. J'aime moi bien, aussi, en fait, j'aime bien Monad DB. Je trouve qu'ils ont fait un travail monstrueux. On digresse. Mais si vous voulez qu'on parle de Monad, de Movement, de Mega ETH, il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, personnellement, vous serez toujours les bienvenus dans l'émission pour parler de ces sujets. Parce que moi, ça me permet vraiment d'apprendre en vous écoutant, vraiment en toute humilité. Et puis, ça permet à mon audience et à celle qui nous rejoint, la vôtre, celle qui ne nous connaît pas encore, d'avoir un contenu qu'on essaye de rendre accessible à tous. Merci, Joe et Gourou, de vous être prêtés au jeu. C'était d'une ultra bonne tenue. Je n'en attendais pas moins. Quoique Gourou, parfois, il m'a fait des dingueries. Donc, je suis content. Oh, mais moi, j'attends CAT, là. Hein. Le retour de CAT. Hein. Là, maintenant, il est devenu influenceur LinkedIn. Donc, il ne peut pas être partout, le gars. Le pauvre. Je parle de Samy de Cross the Edges. Mais bon, non, parce que ça fait partie de la légende de GM Web3. Le jour où Gourou lui a dit que sa tokenomics, c'est de la merde, Samy lui a dit non. Il avait raison. Non, mais à l'époque, Samy lui a répondu non, je l'ai fait avec le meilleur du monde. Et 3 mois après, il changeait sa tokenomics parce que ça n'allait pas. Et donc, c'est devenu culte. Voilà. En tout cas, Joe, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Thomas, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à te suivre sur les réseaux, à rejoindre Decrypted, à suivre l'ensemble du contenu que tu produis. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord, en fait, ce n'est pas le sujet. Au moins, il prend le risque de faire des propositions avec ses posts. Après, vous en disposez, vous challengez, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais au moins, il fait le taf. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas lui enlever. Et même en venant dans l'émission ici, il continue de le faire, ce taf. Merci pour ça, Joe. Gourou, toi, on sait où te retrouver, hein, au bar. Mais aussi sur ton Discord. Surtout au bar. Surtout au bar, mais tu as aussi un Discord. On peut le retrouver jamais. Dans ta bio. Si, je t'ai vu, tu as fait un post il y a 2 mois. Et puis sur Twitter. On n'a pas dans les deux suites. Voilà. Messieurs, je vais vous libérer. Je vais vous souhaiter une très belle journée, un bon week-end. Et puis, on se dit à très vite pour parler d'un autre écosystème. D'ailleurs, ça vous dit qu'on fasse un format comme ça, un peu plus régulier, où on vient, parce que Gourou, lui, il est critique de tout, rien ne lui convient. Toi, tu es plutôt ouvert à la tech et à l'inno. Il y a peut-être un truc, on en parle. Il y a un truc, carrément. Allez, moi, je suis vieux et aigri, moi. Ouais, mais c'est ça qu'on aime chez toi. Je disais vraiment le. Il y a Monero et c'est tout. Oh merde. À bientôt, les copains. À bientôt. À bientôt, merci pour l'invite. Cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à l'animer. J'ai appris énormément grâce à mes invités, grâce aussi aux heures que j'ai passées à essayer de bosser le sujet jusqu'à 5 heures du mat, mais ça fait partie du jeu. Je remercie à nouveau le partenaire de l'émission, l'école blockchain Alira. Vous trouvez le lien dans les commentaires pour aller prendre rendez-vous et décider quelle sera votre formation de demain, avec 100 € de remise en plus sur l'ensemble des formations.
Je vous donne rendez-vous pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est PBW. Donc, je serai là la semaine d'après avec des nouveaux invités, des nouvelles chroniques, des nouveaux débats. En attendant, suivez-nous sur les réseaux, c'est très important pour nous. Et puis, je vous souhaite évidemment de prendre soin de vous. À bientôt. Sur les cryptos, tu captes, du droit on débat. Jérém Arnaud sans filtre, loin des blabla. Entrepreneuriat dans le vortex des idées. Chaque mot pèse lourd, t'es prêt à décoller.